Énigmes et aventures. Meurtre entre amis de Jacques Herman, mise en onde, Roland G. Oh, cessez d'aller et venir de Breuil. Vous êtes énervant. Asseyez-vous. Ou alors, fixez-vous près de la cheminée. Ou prenez un verre. Tenez, servez-vous donc avant que Fontaine ait fait un sort à cet excellent whisky. Mais il est plus que temps. Excusez-moi, je n'ai pas soif. Merci. Est-ce qu'il faut avoir soif pour boire? Oh, écoutez Fontaine, le mal nommé. Pourquoi? Mon patronyme me définit très bien. Je suis clair, limpide. N'avez-vous jamais chanté dans votre jeunesse à la claire fontaine? Oh. Non, non, évidemment pas vous, bien sûr, Bradford. Vous chantez plutôt les nursery rhymes ou les Ten Little Nigers chers à Agatha Christie? Je n'aime ni les chansons enfantines, ni les romans policiers. Votre livre de chevet devrait pourtant être L'inconnu du Nord Express, de Patricia Highsmith. Écoutez, vous devenez très agaçant de Breuil, et désagréable. Bon Dieu, depuis qu'un malheur commun nous a rassemblés, c'est la première fois que je vous découvre cette humeur sombre. De Breuil a toujours été triste, taciturne, morose. Oui, c'est ça, mélancolique, cafardeux, chagrin. Dieu que la langue française est riche en synonymes. Et combien vous aimez les utiliser, mon pauvre Morisset. Vous connaissez parfaitement notre langue, Bradford. Mais je dirais plus simplement désabusé. Et ça définit bien mieux mon tempérament. Bon, peu importe le qualificatif, cela ne justifie pas vos déambulations. Enfin, ce slalom entre nos fauteuils, les regards noirs que vous nous jetez, votre refus d'un bon verre de whisky entre amis, et cette réflexion sournoise à propos d'un roman policier, que je reconnais avoir lu, du reste, et pour notre bénéfice commun. Je m'assieds. Excusez-moi. Encore? Seuls les faibles s'excusent. Les gens bien élevés aussi? C'est juste. Et je deviens agressif. Mais depuis que nous nous réunissons ici chez moi, j'étais habitué à vous voir plus décontracté, amical, triste mais amical. Voilà le mot. Ce soir, on croirait que vous nous en voulez, particulièrement à moi. Non, c'est très désobligeant. Aurais-je des raisons de vous en vouloir? Aucune. À moins que vous n'ayez subitement des regrets pour votre femme. Des remords. Des regrets, des remords. Vous avez une façon abrupte. Si les termes vous semblent inadéquats, demandez donc à Morisset. Il doit avoir une tonne de synonymes en réserve. Mais je vais être encore plus net. Pourquoi alors avez-vous tué votre femme? Je n'ai pas tué ma femme. Oui, ne jouons pas sur les mots. Vous m'amusez, de Breuil. Non, vraiment, vous m'amusez. Mais bien, amusez-vous, mais taisez-vous. Finissez dans cette bouteille, Bradford n'aura qu'à appuyer sur cette sonnette pour qu'Archibald renouvelle les provisions. Je croyais, Bradford, que nous étions convenus de ne point chercher à connaître nos motivations. Nos griefs envers nos épouses ne regardent que nous, en propre. Vous vous immiscez dans ma vie privée, mon cher. Nullement, je cherche à comprendre, simplement. Non, vous cherchez à me comprendre. Peut-être. En effet. Pourquoi? Vous m'inquiétez, mon vieux. Vraiment? Vraiment. Je vous trouve trop triste, trop sombre, trop préoccupé. Mon veuvage est récent. Mais nos condoléances, notre chaude amitié, cela devrait suffire à vous réconforter. Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles je fréquente assidûment votre demeure. Comme vous l'avez dit, un malheur commun nous a rapprochés. Votre question ne rime à rien, Bradford. Nos motifs sont évidents. De Breuil en avait assez d'être bafoué, trompé. McDermott et la vicomtesse en prenaient un peu trop à leur aise. Oui, mais je crois qu'il est moins désagréable d'être fait cocu par un étranger. Après tout, ces gens-là ne sont pas comme nous. Pardon, Bradford.
Oui, vous, Morisset, j'admets que vous vous excusiez, mais ça n'en vaut pas la peine. Les Écossais sont en effet des étrangers. MacDermott n'était pas l'amant de ma femme, mon cher Fontaine. Ne vous faites pas l'écho de stupides ragots. Je reconnais cependant que leur extrême amitié me portait ombrage. La vicomtesse ne voyait plus que par les yeux de ce damné romancier. Mais lui, de son côté, il ne la considérait que comme une grande et indispensable amie. En quelque sorte, elle était sa muse. Oui. Et vous, la cornemuse. Oh, Fontaine. Fontaine. Oui. Vous appelez cela de l'humour? Fontaine n'est pas encore assez ivre. Attendez un peu, et son dialogue deviendra plus brillant. Tout ceci n'explique rien. Je parle de l'humeur sombre de Bruyck. Nous avions tous nos raisons d'en vouloir à nos épouses respectives. Bon, leur disparition nous a libérés de bien des soucis. Alors, pourquoi ce spleen? Je répète, regretteriez-vous Adrienne de Bruyck? Je ne sais trop. Non, ce n'est pas cela exactement. J'ai l'impression d'un vide. Ça, il est certain que la disparition de la chère vicomtesse doit créer un sacré vide. Pas seulement dans votre vie, du reste, ni dans celle de MacDermott. Non, jamais une défunte n'aura laissé autant de veufs. Toujours votre mauvais esprit. La vicomtesse était nymphomane, soit, mais MacDermott était impuissant. Quelle épreuve pour cette pauvre femme. J'ignorais ce détail. J'avoue que j'appréciais le sel de la situation. Bon, un homme n'est jamais totalement impuissant. Il Ne existe soyez des- pas grossier, Fontaine, ni stupide. La vicomtesse n'était pas femme à se contenter de faux semblants. Certes. Sauf dans ses relations féminines, bien entendu. Ah, aussi. Donc, j'ai très peu connu la vicomtesse, en fait. Je me souviens surtout de son regard affolé, de son dernier geste de défense dans la lueur de mes phares. Mais bon sang, regrettez-vous cette femme? J'ai déjà dit non. J'ai parlé d'une impression de vide. Oui, je crois que je vous comprends. Plus rien ne vous tracasse. Voilà. Ah, je vois. Je vois, c'est comme une dent qui vous agace vaguement, n'est-ce pas? Qui vous chatouille un brin sans trop vous faire souffrir. Mais c'est presque une compagnie. Et le fait de trouver soudainement une brèche dans votre mâchoire, le jour où elle tombe, vous surprend désagréablement. Et en somme, j'ai joué les dentistes. Sauf tout au plus les arracheurs de dents. Je vous trouve bien désagréables tous les deux. Et Bradford bien inquisiteur. Et psychologue de plus. Votre histoire de dents définit parfaitement mon état d'âme. Voici Archibald. Réjouissez-vous, Fontaine. Vous allez pouvoir continuer à boire. Oh, fiche. 30 ans d'âge. Oh. Ah, je crois que je vais me laisser tenter. Merci, mon cher. Archibald est anglais. Vous avez le privilège des questions idiotes, Morisset. Oh. Archibald est un noir. Seule sa couleur l'empêche d'être un Britannique parfait. Ah non, mon vieux Fontaine, vous n'allez pas rester debout. Maintenant que vous vous êtes servi, asseyez-vous. Vous m'agacez. Certainement, Sir William. Voilà, Sir William. Oui, et ne m'appelez pas Sir William. Hein? Je ne dis pas Monsieur Fontaine et encore moins Monsieur le Vicomte lorsque je m'adresse à De Bruyck. Certainement, Sir William. Personne ici n'a jamais eu l'idée de m'appeler Monsieur Morisset. Même pas docteur. Vous êtes tellement transparent, inexistant. Si de temps à autre vous n'énonciez pas quelques conneries, personne ne se rendrait compte de votre présence. Eh bien voilà. De Bruyck est sombre, Bradford agacé, Fontaine ivre et grossier, et moi, moi je suis un con. Quelle aimable réunion d'amis. Oui, vous êtes grossier.
Fontaine. Et d'abord, il n'a pas dit que vous étiez un con, Morisset, mais que vous énonciez parfois des conneries, ce qui est parfaitement exact et reposant. Oui, en effet, on ne peut pas toujours philosopher. Cependant, revenons à notre conversation. Notre conversation. Ah oui, je vous fais remarquer que c'est vous qui insistez. Ouais, je me suis simplement inquiété, attristé devant votre attitude. Inquiété, surtout. Pourquoi surtout? Bonne logique. Si l'un d'entre nous craque, cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Pour nous tous. Je le reconnais. Mais je vois mal vos nerfs vous jouer un tour. Vous êtes froid et méthodique, De Bruyck, un glaçon. Vous n'avez pas assez de chagrin pour craquer, pas davantage d'horreur, j'en suis sûr. De nous quatre, vous êtes le plus solide. Non. Non, et je tiens à vous rendre hommage. C'est vous l'élément essentiel de notre groupe, le pilier. Vous êtes un roc, Bradford. Oui, je peux craquer, mais pas comme vous l'entendez cependant. Vous, jamais. Cette œuvre est la vôtre. C'est possible. Mais en vérité, je ne suis que le catalyseur. Chacun de nous est un élément essentiel. Chacun a porté sa pierre pour réaliser notre œuvre. Pensez-vous que le crime parfait soit une œuvre d'art? Ah, l'œuvre d'art de toutes les œuvres d'art. Un peintre et un sculpteur travaillent la matière morte pour en tirer, sans risque, un ensemble de formes ou de couleurs. Ils sont loués ou dédaignés, c'est tout. Un romancier ou un poète modèle des mots et des phrases, ils sont lus ou ignorés. Mais nous autres, nous modifions de façon définitive le cours des choses et des vies. Nous connaissons le frisson délicieux de l'acte interdit. Et notre plus grand triomphe est d'être ignoré. Méconnu, plutôt. Oui, ce que vous dites est juste. Méconnu. Et condamné à le rester. Cette condamnation me convient, je ne fais pas appel. Vous êtes un affreux réaliste. La splendeur de notre acte vous échappe. La fin de la vicomtesse, pour nécessaire qu'elle fût, ne m'a pas semblé très artistique. Bon, vous me décevez. Cette méthode était d'une sûreté remarquable. Un boulevard désert, en pleine nuit, une voiture folle. N'avez-vous pas ressenti derrière votre volant l'émotion du chasseur à l'affût, découvrant au bout de son arme la bête superbe, la proie rêvée? Et la vicomtesse était en effet une bête superbe. Et c'était la première fois qu'elle était une proie. Votre délire verbal me dépasse. La seule émotion que j'ai ressentie, c'est une peur affreuse, une frousse intense, lorsque j'ai dérobé la voiture. Quoi? La mort de ma femme ne vous a pas ému? Moi, j'ai encore dans l'oreille le cri d'agonie de Madame Fontaine. Pour laisser ma femme où elle est, je remplissais un contrat donnant-donnant, une vie pour une vie. Et la paix et la liberté à ce prix. Et quelle paix! Quelle liberté! Nous nous sommes débarrassés de compagnes trop encombrantes, d'une solitude de couple mal assortie, pour fonder une nouvelle famille. Un ménage à 4. Agrémenté de la présence obsédante de 4 fantômes et du souvenir de leurs innombrables amis. Oh, j'ai horreur de cette expression ménage à 4. Les Français n'ont pas le sens de la mesure, le sens des mots. Rien de péjoratif dans ma pensée. Et tout est propre en nous, y compris notre conscience. Cependant, si je dis que Lady Diana Bradford vous faisait cocu, trouvez-vous le mot exagéré? Oui, c'est un aspect mineur de la question. Lady Diana, que Dieu ait son âme, était vraiment une créature empoisonnante. Vous le lui avez bien rendu. Sans parler de la fâcheuse manie que vous avez soulignée, je veux dire qu'elle était très difficile à vivre, pénible à supporter. Il est regrettable, bien sûr, qu'au cours de sa maladie, elle ait absorbé une trop forte dose de somnifères. Et regrettable, en effet. Le docteur Morichet a pourtant fait tout ce qu'il pouvait pour sauver la malheureuse Lady Diana. Je ne pense pas qu'il ait du remords à ce sujet. Peut-être est-ce
la mort de son regretté confrère, le docteur Monestier, qui le chagrine. Ai-je l'air d'avoir du chagrin? Monestier était un salaud. Certes, certes, vous frustrez les trois quarts de vos recherches communes, et de plus, coucher avec Madame Morisset. En effet. Ah, ce pauvre Monestier. En toute justice, c'est plutôt cette bonne Georgette qui aurait dû disparaître, au lieu de vous plaquer comme elle l'a fait, sans vergogne, après la mort de Monestier. Un pauvre Monestier. Enfin, un homme a le droit d'être un salaud. Opinion discutable. Ben tiens, Fontaine ne regrette rien, lui. Je ne pense pas qu'il regrette la mort de sa femme, tuée par un rôdeur, qui n'a jamais été retrouvé. Heureusement pour vous, mon vieux de Breuil. Mais Monestier m'a fait un peu pitié. Non, j'affirme que j'aurais préféré m'occuper de Madame Morisset, Mais taisez-vous à la fin. Vous devenez odieux, tous les trois. Nos réunions commencent à ressembler à des retrouvailles d'anciens combattants. Tous contents d'avoir sauvé leur peau, mais ressassant sans arrêt le bon vieux temps. Oui, c'est un peu exact. Vous voyez que Morisset dit des choses sensées par moments. Et non, au fait, ce n'est pas tout à fait exact. La guerre est un combat brutal. Nous sommes des raffinés. Et puis, dans la guerre, les chances sont égales. Que voulez-vous dire? L'ennemi dispose du même armement, déploie les mêmes ruses, sait qu'il est en état de guerre. Nos femmes, d'abord, n'étaient pas nos ennemis, seulement nos adversaires. Et justement, croyez-vous que nous ne sommes pas allés trop loin? Dès qu'une femme vous trompe, elle entame les hostilités avec ses armes. Mensonges, hypocrisie, fausseté. Notre légitime défense est Le meurtre. Oh, pas de grands mots. Toujours votre manque de mesure. Si vous aviez tué vous-même votre propre femme, ce serait un meurtre. Vous n'avez tué qu'une inconnue. Vous avez eu la chance incroyable de me rencontrer. Bénissez le hasard qui nous a mis en présence, vous, Fontaine et moi. Est-ce un hasard? Et faut-il le bénir? Peut-être pas un hasard, c'est juste. Le destin, certainement. Je ne vois pas la différence. Oui, vous maîtrisez mal votre langue maternelle. Le hasard est un événement imprévisible. Il est bon ou mauvais. Le destin est l'émanation d'une puissance surnaturelle qui fixe le cours des événements. Et dans les deux cas, ces événements peuvent être bons ou mauvais. Et selon vous, cette puissance surnaturelle vous fut bénéfique? J'en suis certain. Fontaine aurait fini par commettre un acte répréhensible. Il se maîtrisait encore lorsqu'il était à jeun. Il était encore capable de raisonner, de réfléchir. Mais il aurait tué sa femme un jour ou l'autre. Vous y seriez venu aussi, de Breuil. Et sans moi, où seriez-vous tous les deux à l'heure actuelle? Vous croupiriez en prison. Et des hommes de votre classe ne tolèrent pas le cachot. Qui vous dit que nous sommes définitivement à l'abri? Il y a eu enquête pour chacune de ces morts. Un policier un peu curieux pourrait finir par trouver étrange que ces veuves se réunissent en une sorte d'amicale. Nous ne nous sommes connus officiellement qu'après. Après ces morts. Ne l'oubliez pas. Le seul lien qui puisse nous rattacher avant, c'est le docteur Morisset. C'est par lui que je vous ai connu, contacté secrètement. C'est en secret qu'à l'un et à l'autre j'ai proposé l'échange de bons procédés. Vous avez admis ma loyauté, ma franchise. De mon côté, je n'ai pas hésité à me mettre entre vos mains en vous révélant l'accord que j'avais passé avec Morisset pour ma femme et son regretté confrère. Accord conclu et réalisé peu avant. Mais vous ne risquiez rien en nous faisant confiance. Nous pouvions vous prendre pour un fou, c'est tout. Je l'ai pensé. Et j'avoue avoir été surpris de la facilité avec laquelle je vous ai convaincu, ou plutôt étonné. Ah, toujours la manie du mot juste. De toute façon, votre étonnement ne m'a pas sauté aux yeux, non? Vous êtes arrivé dans notre vie au bon moment, c'est tout.
Vous m'avez fait l'honneur de me croire psychologue et je me flatte de l'être, en effet. J'ai vu que nous devions nous comprendre, nous entendre. Mon offre venait à point nommé parce qu'elle était l'aboutissement d'une longue et discrète enquête sur vous et vos femmes. Il y a des cocus par milliers. Il en est qui s'en foutent. D'autres non. Tous n'envisagent pas de tuer leurs femmes, certes, et heureusement, sinon quel carnage. Et même si j'avais proposé ce procédé à un cocu décidé, au pire encore fallait-il que cet homme ait une certaine personnalité. Vous et Fontaine remplissiez les conditions, et surtout, nos caractères étaient si proches. Bien sûr. À froid, De Broglie et vous êtes jumeaux. Moi, je ne parviens à vous rejoindre que lorsque mon système circulatoire a assimilé sa dose d'euphorisant. Oui, en un mot, quand vous êtes ivre. Fontaine est un cas. Il ne devient vraiment lucide et fréquentable qu'après quelques whisky. À jeun, il est emmerdant comme la pluie. C'est pourtant à ces moments-là qu'il est aimable avec vous. Morisset et Mazot, vous le savez bien. Non, tout ceci nous éloigne de mon propos. Pour vous deux, tout s'est bien passé comme prévu. Vous, Fontaine, n'étiez-vous pas à Bruxelles lorsque Madame Fontaine fut attaquée et tuée par un rôdeur, alors qu'elle revenait nuitamment d'un rendez-vous galant? Oui. Vous, De Broglie, vous étiez bien à Lausanne le jour où cette pauvre Adrienne fut écrasée par un chauffard. À Lausanne, oui. Tous deux à des centaines de kilomètres des lieux du drame. Nous nous sommes connus officiellement ensuite. Rapprochés par ces malheurs, présentés par notre ami Morisset, le médecin traitant de cette pauvre Diana, le partenaire de bridge de Fontaine, le client du diamantaire de Broglie. Au fait, pourquoi diable étiez-vous client de Broglie? Offriez-vous des parures à cette chère Georgette? Non, De Broglie est aussi horloger. Ah, je l'avais oublié. Un médecin se doit d'avoir une montre en parfait état, ne serait-ce que pour prendre le pouls de ses malades. Ah, ne raillez pas, bon Dieu. C'est vrai que je suis le lien, le fil qui nous relie les uns aux autres. Si la police se mettait à chercher... Mais elle l'a cherché. Elle n'a rien trouvé. Ne vous donnez pas tant d'importance, Morisset. Ils n'ont fait aucun rapprochement, je vous l'ai dit, vous êtes transparent, inexistant. Mais il n'empêche que je suis aussi un criminel. Vous? Oh, ne vous vantez pas, vous n'en avez pas l'étoffe. En comparse, tout au plus. J'ai forcé la dose de somnifère de Lady Diana et vous vous êtes borné à la laisser s'éteindre paisiblement. D'ailleurs, il n'y a pour ainsi dire pas eu d'ennui. La dépression nerveuse se termine souvent de cette façon. De la dépression. Je ne savais pas que Lady Diana était déprimée. Mais moi, oui. D'ailleurs, elle me déprimait. Je ne voulais pas cacher. Oh, vous plaisantez, Bradford. Vous avez dit que j'étais un glaçon, mais vous êtes un iceberg, un continent de glace. Non, je ne vous vois pas déprimé. Alors, mettons que c'est tout le contraire. Lady Diana m'énervait. Vous énervez. Vous, je vous l'affirme. Non point à cause de toutes ces coucheries dans lesquelles vous, Français, auriez vu le seul motif de réprobation de ma part, mais parce qu'elle louchait. Elle, parfaitement. Oui, je m'explique. En bon britannique, je place le fair play au sommet des qualités nombreuses de notre peuple. Et Lady Diana n'était pas fair play. Et cela la faisait... Exactement. Je n'ai jamais demandé de compte à Diana sur sa vie privée. Je savais qu'elle couchait et je voulais l'ignorer. De plus, elle avait toujours fait preuve d'un parfait discernement et savait choisir ses partenaires. Que lui aurais-je demandé de plus? J'avais droit à la paix, au calme. Eh bien non. Lady Bradford avait des remords. Alors, chaque fois, elle venait implorer mon pardon. Aussi bien, j'ai passé ma jeunesse à accorder des absolutions après avoir subi en détail les récits larmoyants des débordements de ma femme. Oui, mais je ne vois pas en quoi... J'y arrive. Diana terminait invariablement en collant son visage en pleurs contre le mien. Regardez-moi dans les yeux, Bill. Oui, car elle m'appelait Bill, en plus, dans ces moments-là. L'un d'entre vous aurait-il l'idée de m'appeler Bill?
Regardez-moi dans les yeux, Bill, et dites que vous me pardonnez. De telles scènes se renouvelaient plusieurs fois par mois. Si Lady Diana savait varier ses plaisirs, son repentir était toujours invariable, et peut-être sincère. Eh bien, je vous donne ma parole qu'à force de coller son nez contre le mien, elle en était arrivée à se voir affligée d'un strabisme convergent. Oui, j'avoue que j'ai craint à la longue de me trouver atteint de la même infirmité. Oh, j'en frissonne encore. Et je reconnais que vos motifs sont plus sérieux que les nôtres, s'il s'agissait d'une question de santé. En quelque sorte. De plus, de par ma faiblesse et mon pardon trop facilement accordé, Diana ne s'en sentait que plus libre pour repartir d'un bon pied. Et alors, dans ce cas précis, je n'aurais pas parlé de pied. Vous êtes de plus en plus ivre, Fontaine, mais toujours aussi grossier. Mais si vous aviez été plus sévère, si vous n'aviez pas pardonné aussi libéralement, peut-être que... Je n'ai jamais pu voir pleurer une femme et je ne me jugeais pas digne de la sermonner. De tuer, oui. Certes, les pénitences ou les punitions sont des interventions des hommes, croyants ou athées. Dieu donne la vie ou la mort, simplement. Ah, juste ciel. Nous sommes la main de Dieu. N'allons pas jusque-là, mais... Bon Dieu! Mais vous êtes tous fous. Si je n'étais devenu aussi indifférent, je crois que vous me feriez peur. Vous délirez totalement. Vous énoncez des énormités sur le ton de la conversation courante. N'est-ce point assez d'être des tueurs, aussi raffinés que vous le prétendiez, sans vous chercher des justifications? Prenez-vous vraiment plaisir à ressasser, à rabâcher et à répéter sans cesse? Écoutez, si nos réunions vous déplaisent, mon bon Morisset, abstenez-vous d'y participer. Oui. Sir William a renouvelé tout son personnel depuis la mort de Lady Diana. Archibald est une nouvelle acquisition. Et vous n'êtes plus son médecin traitant. Et comment lui reprocher son manque de confiance? Bon, entre nous, je n'en parlerai à personne. Entre nous, avez-vous bien fait le maximum pour sauver cette pauvre Diana? Vous m'emmerdez, Fontaine. De ne pas venir à ces réunions. Oh, que non. Et là, c'est le médecin qui parle. Vous avez besoin de cet exutoire. Vous devez parler. Votre orgueil l'exige et cela vous défoule. Alors, autant que ce soit entre nous, entre amis. Bien sûr. Un psychodrame doit se dérouler sous contrôle médical. Oui, et souhaitez que je sois présent le jour où, inévitablement, vous piquerez votre crise de délirium. Vous masticotez un peu trop, mon vieux. Hein? Oh, avez-vous eu l'impression de me dire des mots doux jusqu'à présent? Messieurs, Et messieurs... voyons, restons dans les limites de la bienséance. Que disiez-vous, Bradford? Je ne sais plus. Ah si, vous avez l'air choqué de ma conversation, Morisset. Est-ce mon cynisme qui vous déplaît? Non. Vous êtes un cynique. Il vous serait difficile de vous exprimer différemment. Mais vous gonflez beaucoup. Vous êtes un organisateur, pas un vrai criminel. Pas un vrai? Non. Moi non plus, du reste. Je me suis contenté de laisser faire. Je parle par ordre chronologique. Vous vous êtes contenté d'intervenir par erreur. Les comprimés nocifs et les inoffensifs somnifères de Lady Diana. De provoquer une fuite de gaz dans le laboratoire de ce cher Monestier. Vous avez agi de loin, en quelque sorte par la bande. Oui, si vous voulez. Mais, je le répète, je suis le catalyseur. Je vous ai déjà rendu hommage en ce sens, sans vous. Mais il est de fait que je suis le seul véritable assassin de nous quatre. J'ai poignardé Madame Fontaine. Vous avez l'air de le regretter. D'avoir tué sa femme? Non, votre acte seulement. Mais on ne s'improvise pas tueur du jour au lendemain. Non, ce qui m'aide à me supporter, c'est que Fontaine m'a rendu l'appareil. Vous détestez tellement Adrienne? Autant que vous détestez... comment s'appelle? Enfin, s'appelait, votre femme. Le croirez-vous?
Claire. Est-ce possible? Oui. Claire Fontaine. Eh bien, je haïssais Adrienne autant que vous vomissiez Claire, que Bradford déteste Diana, que Morisset... Non, pas Morisset, lui, il exécrait davantage Monestier que Georgette. Et pourtant... Oh, vous êtes magnifique de hargne. Votre tempérament latin, Oh, je suis très peu latin. oui, européen, disons. Mais votre haine est magnifique, je le répète. Et justifiée. Oui, oui, justifiée. Et si j'en crois ce que vous m'avez dit, votre femme poussait l'outrecuidance jusqu'à vous amener ses amants dans votre propre maison. Exact. Mais ils n'ont jamais eu de geste ou d'attitude déplacée en ma présence. Non, comme Diana, la vicomtesse savait choisir. Tous étaient des êtres charmants et de bonne éducation. Ah, ça, je dois rendre hommage à ma femme. Pas un qui ne fut capable de soutenir de longues conversations où la littérature et l'histoire, mes sujets favoris, ne tiennent une place prépondérante. Et tenez, je vais même vous faire un aveu. À la suite de je ne sais trop quelles circonstances, fatigue ou conséquence d'un vœu, pendant plus de 2 mois, la vicomtesse me fut d'une fidélité exemplaire. Elle a passé toutes ses soirées seule avec moi dans notre appartement. J'en fus heureux tout d'abord. Mais vous ne pouvez imaginer ensuite le morne ennui qui s'est emparé de moi. Face à ma femme, tous les soirs, murés chacun dans sa solitude, échangeant à peine 10 paroles malgré nos efforts communs, notre bonne volonté réciproque. Le vide, le néant total, intégral. Nous en arrivions même à regarder la télévision. Quelle horreur. Maintenant, rien ne vous empêche d'inviter les ex chez vous. Vous pourrez agréablement discuter et fonder une amicale. Reconnu d'utilité publique. Les anciens d'Adrienne. Bon, les morts sont les morts et les gens sont ingrats, oublieux. Le seul fidèle est ce pauvre Macdermot. Vous revoyez Macdermot. Mais oui, nous sommes restés en bons termes. Et je fus le premier à lui présenter mes condoléances à la suite de la mort de ma femme. Vous rejoignez Bradford dans le cynisme. Qu'avez-vous éprouvé lorsque vous avez poignardé Madame Fontaine? Non. Non. N'éludez pas. Il faut en parler. Une peur panique. Ignoble. D'autant plus qu'elle me regardait approcher sans la moindre émotion. Les hommes n'ont jamais fait peur à ma chère Claire. Je me suis découvert, poliment. Mais elle souriait. Claire a toujours aimé les grands blonds. Et puis j'ai frappé. Comme convenu, vous avez songé à lui voler son sac, ses bijoux. Le crime de rôdeur doit être... Oui. J'ai jeté le tout dans la Seine en rentrant chez moi. Personne ne vous a vu? Le coin a été bien choisi? Le poignard? Dans la Seine, avec le reste. Pas de sang sur vous? Vous avez rapidement recouvré votre calme? Oui. Faut-il encore parler de ça? C'était convenu. C'était à vous ce soir. Vous êtes le personnage central. Nous sommes déjà passés par là. Tenez, prenez exemple sur Fontaine. Allez, buvez. Oh, diable, ce flacon est déjà vide. Mais vous vous surpassez, Fontaine. Je vais sonner Archibald. Oh non, laissons Archibald de côté. De toute façon, Fontaine n'est plus en état de tenir son rôle. Non, c'est assez pour aujourd'hui. Ouf. Bien. Alors maintenant, détendez-vous. Voici votre bouteille. Oh,
Quand les domestiques sont en congé, je suis un peu perdu. Oh, une fois par semaine, vous pouvez bien faire l'effort de servir vous-même. C'est déjà beaucoup. Fontaine, serez-vous encore en état de conduire après un dernier verre? Je dirais même qu'il m'est nécessaire. Bien. Merci. Vous, De Bruyck? Merci. Non, comme vous voudrez. Vous vous sentez mieux? Tout le monde se sent mieux. Dites, cette comédie est-elle bien utile? Comédie? Mais vous aviez dit le mot exact tout à l'heure. Psychodrame. Un défoulement total, une libération. C'est plus qu'utile, indispensable. Et en effet, je me sens apaisé. Quelle heure est-il? 11 heures. Il faisait déjà nuit lorsque nous sommes arrivés. Personne ne vous a vu entrer? Par l'impasse derrière? Non, aucun risque. Personne ne nous a vus entrer. Personne ne nous verra sortir. Bon, eh bien, nous allons. Oui. Mais je crois que le moment est venu de nous retirer. Au revoir, cher William. Au revoir, Maurice. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Quand nous revoyons-nous? La semaine prochaine, je dois me rendre à Bruxelles pour mes affaires. Et moi, dans 2 semaines, je vais à Lausanne pour une vente de diamants. Vous partez seul? Ou est-ce que vous emmenez vos femmes? Claire. Plus que jamais, elle profitera de sa liberté. Quant à Adrienne, quitter son ami McDermott ou un autre, Bien. Nous nous reverrons certainement. messieurs. Au revoir. Oui. Que dites-vous, Morisset? Ah ben, je n'ai encore rien dit. Oh, vous devriez laver ces verres et ranger un peu. Ben, n'oubliez pas que nous sommes censés être tous les deux seuls ce soir. Et maintenant, vous, qu'allez-vous faire? Mon devoir de médecin, je vais voir si Lady Diana a bien pris ses somnifères. Morisset, Oui. toujours Monestier, pas Georgette? Toujours Monestier. Pas Georgette. Dans une mise en onde de Roland G, vous venez d'entendre une pièce de Jacques Herman, Meurtre entre amis, interprétée par André Schmidt, Sir William Bradford, Jean Bruno, De Bruyck, Georges Milot, Fontaine, Armand Aplanalp, Morisset. Assistante de réalisation, Anne-Marie Colère. Prise de son, Roland Pergaud.